Bonjour. J'avais pas branché le micro, c'est un peu ballot. Alors, je vous disais bonjour à tous pour ce webinaire. Je vous remercie d'être présents donc pour nous entretenir pendant à peu près 45 minutes sur le numérique qui bouleverse le monde du travail, donc notamment le dialogue social en matière numérique dans l'entreprise et dans le monde du travail. Donc, je vous remercie à tous d'être présents. On va se réserver quelques minutes à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite, si vous en avez, à les inscrire dans le chat qui est à votre disposition et je me permettrai de les reprendre à la fin de ma présentation pour y répondre. Donc, nous allons parler du numérique qui bouleverse le monde du travail et plus précisément le dialogue social. Donc, je suis Valentine Brégier, je suis directrice juridique du cabinet Technologia et nous travaillons au service des entreprises en matière de prévention de risques professionnels. Et nous remarquons en matière juridique depuis plusieurs années que le numérique a largement bouleversé non seulement le monde du travail, mais également le dialogue social dans l'entreprise. Alors, pour commencer, en guise d'introduction, rappeler un petit peu, on va dire, le contexte de la numérisation. C'est-à-dire que nous sommes passés d'un travail qui était totalement industriel et très matériel à du travail immatériel. Pour vous donner quelques chiffres, alors je parle bien d'une période avant la crise sanitaire que nous connaissons, puisque là, nous sommes dans des circonstances exceptionnelles. Donc là, je parle bien d'une période, on va dire, avant 2020 et la crise sanitaire. Donc, ce sont des chiffres, par exemple, qui datent de décembre 2014-2016. Et selon ce sondage donc, qui a été réalisé par l'APEC, 23% des cadres disent ne jamais se déconnecter, 22% des cadres se disent rarement déconnectés, 60% estiment que les technologies d'information et de communication facilitent leur organisation et 60% pensent qu'elles perturbent leur vie personnelle et vie familiale. Donc c'est vrai que le premier constat qu'on peut faire, c'est que le numérique a bouleversé le monde du travail, mais surtout la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. On remarque également que 37% des actifs utilisent à l'époque, donc en 2016, 37% des actifs utilisent des outils numériques. 62% des actifs réclament également une modernisation de ces outils numériques professionnels. Donc, on voit bien que nous sommes passés d'un travail qui était totalement sur site à un travail qui peut être aujourd'hui immatériel. On peut travailler n'importe où, n'importe quand. Ça s'exporte vers la maison, mais également lors des déplacements, lors des éventuels voyages. Donc vraiment, le travail matériel a pris une dimension tout à fait remarquable ces dernières années et c'est largement développé encore plus, bien sûr, avec la crise sanitaire que nous vivons malheureusement. Alors, le pendant de ce bouleversement numérique et de ce travail qui est devenu largement immatériel, c'est que bien sûr, ça s'invite à la maison et ça crée des risques psychosociaux. C'est-à-dire qu'on a tendance finalement à travailler au calme à la maison, mais on voit bien que le travail empiète finalement sur la vie professionnelle qui n'a pas eu une fin de journée avec un enfant qui vient nous dire alors maman est-ce que je peux et nous on n'a pas fini notre travail, on dit attendre 2 secondes et c'est vrai que là tout de suite on voit bien que le professionnel s'invite dans un lieu à destination privée et familiale et ça peut relever de nombreux problèmes en termes psychosociaux. Donc il est bon de s'en saisir et de mettre en place par accord collectif et également par l'application du droit du travail en la matière, un cadre pour réglementer tout ça. Alors, sans revenir très précisément sur toute l'évolution en la matière, puisque vous aurez ma présentation à disposition, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, le Code du travail ne prévoit pas du tout, on va dire, cette surcharge immatérielle du travail. À savoir, le Code du travail, qui était basé sur un monde industriel, prévoyait par exemple une charge maximum pour les femmes de 40 kilos, brouettes comprises. Bien évidemment, on remarque que ces articles de charge de travail physique ne sont pas du tout transposés en matière de charge mentale. Et c'est là que nous pouvons nous saisir de cette question par le biais d'accords d'entreprise
par le biais de l'application d'un droit à la déconnexion, par exemple, pour faciliter la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle et surtout pour bien appréhender la charge de travail mentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à quantifier, bien évidemment, la charge de travail que l'on reçoit par le biais de mails, par le biais de coups de téléphone, par le biais de réunions Teams. Et tout ça pèse lourd, bien évidemment, sur la santé des salariés. Alors, heureusement, le cadre jurisprudentiel a évolué. En 2000, dans les années 2000, donc déjà la Cour de cassation imposait de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps et dans le travail de l'intéressé, parce que effectivement, nous avons vu que cette charge mentale et cette charge numérique, cette charge de travail matériel a du mal à être appréhendée et du coup, il faut absolument mettre des mesures de prévention pour garantir une conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, mais surtout pour garantir un contrôle de cette charge de travail. Puisque l'employeur est obligé, bien évidemment, de remplir son obligation de sécurité et en la matière, il doit contrôler la charge de travail pour ne pas imposer une surcharge éventuelle aux salariés. Alors, bien sûr, on a vu le droit évoluer en la matière. Il y a eu, bien évidemment, des accords collectifs, hein, je vous laisserai le lire, qui prévoient tout d'abord, dans les années 2012, 2012-2014, un droit à la déconnexion par accord collectif. C'est-à-dire que là, on voit par exemple l'article 20 du groupe Areva qui prévoit que on doit veiller à se déconnecter au réseau, à ne pas envoyer des courriels en dehors des heures de travail. Donc tout ça, c'est quand même pas mal développé par le biais d'accords d'entreprise, par le biais de chartes de travail. Et la loi a introduit pour la première fois dans le droit du travail un vrai droit à la déconnexion qui s'applique donc à tous les salariés. Pour cela, elle renvoie quand même à un accord, à une charte. On nous dit, à défaut d'accord, l'employeur devra tout mettre tous les moyens en œuvre pour garantir ce droit par le biais d'une charte notamment qui prévoira l'encadrement de cette conciliation en la matière de ce droit à la déconnexion. Alors, il s'agissait là véritablement d'inviter les partenaires sociaux à négocier sur des bonnes pratiques en la matière. En matière de télétravail aussi, les choses ont un petit peu évolué. Le salarié pourra télétravailler de droit, alors qu'un avenant à son contrat de travail et un accord sont aujourd'hui nécessaires. Si l'employeur s'oppose au télétravail, il devra justifier son refus. Et en cas d'accident de travail à son domicile, cet accident sera considéré comme un accident de travail. Donc ça, ce sont des évolutions en matière de télétravail qui permettent de garantir ce droit à la déconnexion, qui permettent de garantir également la responsabilité de sécurité qui repose sur chaque employeur. Donc il est extrêmement nécessaire de prévoir soit une charte qui prévoit des modalités pratiques de déconnexion pour garantir une éventuelle surcharge mentale et garantir une protection de la santé mentale des salariés, mais également pour prévoir les modalités pratiques, les modalités financières, les modalités professionnelles d'organisation en matière de télétravail. Alors, rentrons dans le vif du sujet, donc le droit syndical et le CSE 2.0. Donc, à savoir qu'est-ce qui est prévu par le Code du travail, par la loi en matière de communication dématérialisée. Alors, tout d'abord, on voit que la loi de 2004 renvoie ça à l'accord d'entreprise. Comme en matière de déconnexion, comme en matière de santé mentale au travail, on a tendance à renvoyer la responsabilité aux partenaires sociaux. Là, on nous dit un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Donc là, on voit bien qu'on passe d'un tract papier à déjà des publications à nature syndicale mis en ligne sur un éventuel intranet de l'entreprise. Bon, là, on voit bien que c'est un accord qui peut autoriser, ce n'est pas obligatoire. Par contre, l'article 2142-6 du Code du travail permet aux syndicats d'avoir accès au système d'information de l'entreprise, mais un accord à ce moment-là était nécessaire pour donner cet accès et prévoir notamment les conditions d'utilisation
de cette communication numérique et syndicale. Alors, ça a évolué. D'abord, on a eu la première décision du Conseil constitutionnel qui a décidé de rendre conforme à la Constitution donc son examen de l'article 2146-6. Elle a notamment décidé que ça permettait l'adaptation de la communication syndicale à chaque entreprise. Ça préserve la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. Donc effectivement, même en l'absence d'accord d'entreprise, les syndicats peuvent librement diffuser des publications et des tracts sur les réseaux de communication au public en ligne. Dans ces conditions, la liberté de communication des syndicats n'est pas méconnue. Donc en réalité, on voit que là, il y a un petit avancement donc, sur la communication syndicale par le biais d'outils numériques à disposition dans l'entreprise. Ça rejoint également les principes fondamentaux de liberté d'expression, mais bien évidemment, il faut ajouter à cela un cadre pour limiter les abus et les éventuels préjudices qui pourraient ressortir de ces communications. Mais d'un point de vue de principe, le Conseil constitutionnel valide tout à fait ce caractère d'accord d'entreprise obligatoire. Pour autant, la jurisprudence relative au droit de la communication des syndicats, donc sur Internet, a décidé donc que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site Internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d'informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers. Donc en réalité, la question, elle est vite passée de la messagerie professionnelle aux réseaux sociaux, aux médias sociaux dans leur ensemble. Le droit valide finalement la communication syndicale sur les réseaux sociaux et la limitation en fait qu'elle émet, c'est d'éviter de, par exemple, diffuser des informations qui auraient un caractère confidentiel pour l'entreprise. Il s'agit notamment d'informations surtout liées au droit des affaires qui pourraient porter préjudice à l'entreprise concernée. Mais au-delà de cette limite, on voit bien qu'on favorise finalement la communication au public sur des sites Internet et finalement on érige un principe de liberté dans cette communication qui est limitée en réalité par des abus caractérisés de violation d'informations confidentielles ou autres, mais qui sont quand même assez rares en matière syndicale. En 2016, il y a eu un avancement, on va dire considérable quand même, puisque désormais, à partir de là, l'article 2142-6 du Code du travail ne cantonne plus la portée des accords collectifs d'entreprise signés à la seule mise à disposition de publications et de tracts de nature syndicale. Elle a élargi finalement l'information qui pouvait être mise à disposition. On est passé de publication à tract, qui est quand même un terme assez restreint, à de l'information syndicale, qui est un terme bien plus générique et large. Donc, ce qu'on retient, c'est que depuis août 2016, on ouvre les champs des possibles. C'est-à-dire que les supports d'information diffusables sur Internet sont beaucoup plus largement pointés. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de tract, on ne parle plus de publication, on parle d'information syndicale au sens large. Quant au mode de diffusion de ces informations, le texte, pareil, a élargi finalement la référence en ne se cantonnant plus à des messageries électroniques ou à de l'intranet, mais bien de manière plus expansive à tout outil numérique disponible dans l'entreprise. Alors là, 2016, c'est un vrai tournant en fait pour le droit syndical, pour la communication syndicale dans l'entreprise, que ce soit sur Internet, que ce soit même là pour le coup dans l'entreprise, puisqu'on rentre dans les outils numériques disponibles dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de 2016, finalement, on a élargi le champ des possibles dans le sens où l'information qu'on peut mettre à disposition est très largement définie et les outils numériques qui sont disponibles dans l'entreprise doivent être mis à profit à cette communication, à la mise à disposition de ces informations. C'est important. Alors, comme nous venons de le voir, donc l'accord d'entreprise
s'il devait être signé, serait susceptible donc d'avoir un spectre plus large, comme on vient de le dire. Là, en 2016, on voit que le recours à un site syndical est possible même en l'absence d'accord. Donc c'est vrai que là, tout de suite, c'est un changement qui est capital, qui est fondamental, puisque nous passons on va dire, d'un accord obligatoire à finalement une possibilité de communication sur les sites internet extérieurs et dans l'entreprise lorsqu'on dispose d'un intranet. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le même article, là, toujours l'article 2142-6 du Code du travail, précise désormais qu'à défaut d'accord, les organisations syndicales, donc là on parle des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, pas forcément représentatives, à savoir il suffit qu'elle ait une section syndicale qui existe dans l'entreprise. Ces organisations syndicales ont de plein droit la possibilité d'user d'un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise pour diffuser tracts et publications syndicales. Et on va même un petit peu plus loin puisqu'on nous dit que dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales sont portées sur le tableau d'affichage ou adressées par voie postale aux salariés. On comprend bien pourquoi, puisqu'ils ne sont pas présents en permanence, voire rarement, sur le siège de l'entreprise. Ils sont généralement sur site. Alors, les conditions d'utilisation par le syndicat de ces outils numériques d'entreprise. Comment on s'y prend en pratique? Tout d'abord, ces outils numériques mis à disposition doivent être compatibles avec les exigences d'un bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise. Ne pas entraver l'accomplissement normal du travail, ce qui est, on va dire, un principe général qui s'applique dans beaucoup de circonstances. La limitation, c'est que nous ne créons pas un empêchement au service de fonctionner, qu'on n'empêche pas le service de fonctionner. C'est-à-dire, là, on penserait à des communications qui deviendraient limite des spams. Donc, bien évidemment, il ne faut pas entraver l'accomplissement normal du travail. Il faut également préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. Donc là, on pourrait comprendre facilement cette limitation dans la mesure où ça respecte le consentement finalement de chaque salarié à pouvoir accéder à cette information ou à pouvoir refuser finalement d'avoir accès à cette information. Pour que le texte soit à la hauteur des moyens de communication actuels et garantisse pour le coup une utilisation effective des outils numériques, il aurait été souhaitable de prévoir, donc là je parle de ce qu'on aurait pu prévoir, hein, mais tout ça peut être discuté par accord d'entreprise avec les partenaires sociaux, un droit des syndicats à utiliser à des fins de communication syndicale les outils numériques mis à disposition du personnel par l'employeur sans autorisation préalable, une obligation d'accessibilité et de visibilité des sites syndicaux sur l'intranet. Donc c'est vrai que pour l'instant, avec ce texte, on se basait finalement à déjà un accès et à limiter finalement les éventuels abus, mais on ne parlait pas c'est pas une vraie liberté sans aucune limite, sans aucune autorisation préalable. Alors, sur ce, la CNIL, donc qui est la Commission nationale informatique et liberté, le 22 mars 2017, a fait une avancée de son côté assez intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'utilisation de l'intranet et de la messagerie électronique de l'entreprise par les organisations syndicales. Donc voilà sa décision. Le texte nouveau ne concerne pas l'accès des instances représentatives du personnel. Donc là, elle fait référence au CSE, au CHSCT, au comité d'entreprise de l'époque, mais aux moyens informatiques de l'entreprise. Conformément à ses précédentes recommandations, la CNIL considère qu'un tel accès devrait être reconnu et organisé selon les mêmes conditions.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la CNIL, dans cette décision du 22 mars 2017? En réalité, elle nous dit que la loi ne va pas assez loin. Si je repars en arrière sur ce que je viens de vous expliquer depuis 2016, oui, on a un possible recours à un site syndical et à le mettre à disposition d'un site intranet de l'entreprise. L'article en question est très clair là-dessus. Je vous l'ai dit, il y a même une avancée pour les entreprises temporaires. Ce qu'on voit également, c'est que les conditions d'utilisation de ces outils numériques en entreprise par les syndicats, mais c'est vrai qu'à aucun moment je ne vous ai parlé ni du CSE, ni du CE, ni du CHSCT, ni des DP qui existaient auparavant. Le CHSCT qui existe toujours d'ailleurs dans les fonctions publiques. Alors qu'en est-il? En réalité, on voit bien que là, le texte se borne à la communication syndicale. C'est-à-dire que la numérisation de la communication, par le biais des nouvelles technologies d'information et communication, ne concernerait finalement que les syndicats, que la communication des syndicats présents dans l'entreprise. Ce qui n'est pas suffisant finalement au regard de la décision de la CNIL. Là, on voit bien qu'on réglemente la communication des syndicats dans l'entreprise. Mais ce que nous dit la CNIL, c'est qu'on aurait dû élargir cet article et cette possibilité de communication au CSE, voire au CHSCT de la fonction publique. Donc, elle aurait vraiment voulu à ce qu'il y ait un accès finalement aux instances représentatives de ces moyens de communication informatique et liberté. Alors, pour en dire deux mots sur le CSE en la matière, il est vrai que les ordonnances de 2017 qui prévoient la refonte du dialogue social n'a pas mis en lumière, on va dire, la communication numérique dans l'entreprise, la numérisation ou le droit, le dialogue social immatériel. Et pourtant, on voit qu'avec la crise sanitaire, c'est un sujet qui est essentiel en réalité. Et également par rapport au développement du télétravail, par rapport également finalement au mal du siècle qui s'est développé, hein, qui sont les risques psychosociaux, que sont les burn-out, donc le mal du siècle qui en réalité, nous sommes passés d'un risque physique à un risque psychosocial et donc à une protection de la santé physique, mais surtout de la santé mentale. Et en réalité, le Code du travail en matière de CSE et hier en matière de CE et de CHSCT nous renvoie à la conclusion d'un accord d'entreprise. À savoir que si vous n'avez pas d'accord d'entreprise, si vous n'avez pas un cadre qui prévoit des modalités particulières, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser les moyens numériques dans l'entreprise. Vous êtes gentiment renvoyé finalement au tract et à l'affichage papier. Donc c'est vrai qu'on pourrait quand même regretter que les ordonnances de 2017 n'aient pas donné un point d'orgue finalement à permettre au CSE, aux syndicats, de manière plus large, à communiquer de manière immatérielle, à communiquer de manière numérique. Déjà parce qu'on voit que sur les réseaux sociaux, bien évidemment, il y a du dialogue social, il y a des mouvements sociaux qui se créent. Il est dommage de s'en priver dans les entreprises et il est mieux de prévoir un cadre finalement avec des modalités qui permettent de limiter les abus éventuels, qui permettent de donner finalement un bon mode d'emploi avec des bonnes pratiques, plutôt que de ne pas l'envisager et de ne pas le permettre. Car finalement, les abus, on les constate quand il n'y a pas de possibilité de communiquer de manière numérique, de manière immatérielle, quand il n'y a pas d'accord. Souvent, on rencontre des accords en la matière, alors qui prévoient du mass mailing, qui prévoient beaucoup de communication par messagerie Internet, par messagerie professionnelle, et qui réglementent finalement cette communication. Mais on ne trouve pas finalement énormément d'accords en matière de communication syndicale et de communication des représentants du personnel en entreprise. Et pourtant, ça devient un vrai sujet dans la mesure où les établissements sont de plus en plus éclatés au niveau national, déstructurés avec des structures complexes, voire des salariés qui sont itinérants. Donc c'est pourtant un vrai enjeu sociétal qui est devant nous. Et il est bon finalement de se saisir de cette question de communication du CSE, de cette communication syndicale dans l'entreprise, de prévoir un cadre pour limiter les abus. Donc les abus, on l'a vu, c'est les atteintes éventuelles
a un caractère confidentiel d'une information. Effectivement, il faut respecter le caractère confidentiel des informations. Le CSE, comme les délégués syndicaux, sont tous soumis à une obligation de discrétion qui ne permettent pas de communiquer en la matière des informations qui seraient désignées comme confidentielles par l'employeur, de ne pas porter préjudice, bien évidemment, à toute personne qui serait éventuellement identifiée, mais c'est quand même assez rare, hein, ce genre de contentieux. Donc, l'accord d'entreprise permet finalement de donner un mode d'emploi, de bonnes pratiques en la matière pour favoriser finalement, non pas un dialogue social entre représentants et employeurs, mais surtout un dialogue social vraiment beaucoup plus large, c'est-à-dire avec l'employeur, les RH, les partenaires sociaux que sont les syndicats, que sont les représentants du personnel au CSE, mais à destination des salariés. Ce qu'on remarque beaucoup, et d'ailleurs ce que la crise sanitaire a mis en lumière, c'est que beaucoup de salariés se sont trouvés isolés, sont trouvés sans aucune communication, sont trouvés sans aucune information, ont été perdus un petit peu par rapport à ce qui se passe. Et c'est vrai que quand on est dans une entreprise où le CSE n'a pas la possibilité de communiquer de manière numérique, où le syndicat qui est présent dans l'entreprise n'a pas accès à l'intranet de l'entreprise alors que c'est obligatoire depuis 2016, effectivement, on a vu que ça a mis en lumière pas mal de problématiques et c'est assez regrettable. Il faut conclure donc des accords d'entreprise permettant cette communication numérique pour favoriser le développement d'un dialogue social, même lorsque les salariés, les représentants et les syndicats sont dans des structures géographiques complexes. Ça permettra de respecter finalement l'objectif des représentants du personnel et du dialogue social dans l'entreprise de manière générale. Je vous rappelle qu'en réalité, tout ça est d'origine constitutionnelle. C'est l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 qui le prévoit, qui nous dit que tout travailleur a le droit de participer par le biais de son délégué à l'amélioration de ses conditions de travail et de participer à la gestion de la vie d'entreprise. Donc finalement, de prendre en compte cette communication numérique, ça permettra, comme l'objectif du CSE le prévoit, d'informer finalement les salariés et notamment des risques, des dangers auxquels ils peuvent être exposés, de contrôler également finalement les dispositions législatives et réglementaires en la matière, notamment en donnant de l'information en la matière, de formuler des propositions, c'est-à-dire que là, on pourrait très bien, avec beaucoup plus de facilité, communiquer auprès des salariés pour se nourrir de leurs propositions d'action et pour finalement formuler des propositions de prévention auprès de l'employeur qui devra y répondre de manière motivée. Et finalement, d'exprimer un avis collectif qui reflète les salariés, qui reflètent l'avis des salariés de l'entreprise. Donc ces missions, elles sont assurées par les représentants du personnel du CSE et c'est pour ça qu'il me semble quand même primordial de poser finalement la réflexion, en tout cas d'ouvrir la réflexion en matière de communication syndicale, mais plus largement en matière de communication numérique du CSE. Voilà, je crois que j'ai terminé. Alors, je vais prendre vos questions parce que j'ai vu que vous aviez pas mal de questions. Alors, bonjour à tous en tout cas et à ceux que je connais. On peut constater des manquements à l'obligation de formation aux outils numériques tels que Suite Office, mais aussi maintenant les outils de téléconférence. Alors là, vous soulevez un problème qui est effectivement qui a été mis en plus en lumière pendant la crise sanitaire. Effectivement, il y a une obligation de formation en la matière. Donc, si vous constatez des manquements à l'obligation de formation en la matière, moi, je vous conseille de traiter ce point collectivement et de le mettre à l'ordre du jour d'un prochain CSE pour demander finalement un plan de formation. Pourquoi? Car la crise sanitaire nous a fait tirer des leçons, c'est-à-dire que là, nous avons été tous mis devant un télétravail à caractère exceptionnel qui a été imposé par les circonstances que l'on connaît. Donc, effectivement, l'employeur a une obligation de formation sur l'introduction d'outils numériques nouveaux auxquels n'aurait pas recours le salarié en temps normal. Donc, c'est vrai que tous ces outils numériques finalement doivent faire l'objet pour les salariés
d'une formation à l'utilisation de ces outils. Ça, c'est primordial et effectivement, on comprend pourquoi, car si on n'est pas formé à ces outils, on ne peut pas bien les utiliser et ça crée du stress, ça crée de l'anxiété chez le salarié et ça ne nous permet pas de bien gérer ce stress. Donc effectivement, il faut matérialiser ces manquements et demander à l'employeur d'organiser le plus vite possible des formations. Alors moi, je vous invite également à regarder ce qui se fait un petit peu à l'extérieur de votre entreprise, puisque beaucoup de formations en la matière sont faites, on va dire, de manière gratuite par des sites comme celui de WebIKEO. Alors, Marie-Hélène qui nous dit, à ce jour, pas d'autorisation de com numérique, pas de tract par mail. Quelle obligation pour l'employeur du fait du télétravail doit l'information syndicale? Alors, c'est exactement le problème d'aujourd'hui, hein. C'est ce que je vous ai dit. Donc, depuis 2016, normalement, depuis 2016, vous devez avoir accès finalement à une possibilité de communiquer par le biais de l'intranet de l'entreprise. Vous devez avoir, en tant que syndicat, je parle, un accès à des outils numériques qui existeraient dans l'entreprise. Mais si votre entreprise n'a pas d'intranet, n'a pas d'outils numériques, vous ne pouvez pas vous en prévaloir. Là, a priori, ce que vous me dites, c'est que vous n'avez pas d'accord d'entreprise en matière de communication numérique. Donc, ce qui va poser problème pour une communication numérique du CSE ou d'un CHSCT. Mais en matière de droit syndical, normalement, si un intranet existe, si des outils numériques existent, vous avez le droit d'utiliser en tant que syndicat, en tant que délégué syndical, de demander l'utilisation de ces outils pour votre section syndicale. C'est une obligation légale. Donc pareil, hein, je vous invite peut-être à mettre le point à l'ordre du jour d'un CSE, car il est bon de faire remonter ces problématiques à l'employeur qui pourrait vouloir s'en saisir, car les entreprises et les directions sont quand même très intéressées par les retours de terrain, hein, bien évidemment, et pour lutter contre des éventuels risques professionnels. Donc, ça serait bien de mettre le point à l'ordre du jour pour pouvoir éventuellement aussi ouvrir une négociation collective sur le sujet, puisque la crise sanitaire vraiment a remis sur le devant de la scène toutes ces dispositions législatives qui parfois ne sont même pas appliquées à minima. Et donc, c'est dommage. Donc moi, je vous confirme en tout cas qu'en tant que syndicat, en tant que section syndicale, même si vous n'êtes pas représentative, si l'entreprise a des outils numériques, vous avez le droit de demander à les utiliser dans la limite des abus que nous avons vus. Alors, une question de Hanousson. L'accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion, il s'avère qu'il n'est jamais respecté, notamment par l'employeur lui-même, ses représentants. C'est généralement très peu restrictif et les moyens pour le faire appliquer sont faibles. Quelle est votre analyse sur le sujet? Alors moi, mon analyse sur le sujet, c'est que c'est vrai que nous sommes gravement en retard en la matière. Alors que les nouvelles technologies d'information-communication ne cessent de se développer, alors que les entreprises de numérique ne cessent de se développer, même pendant la crise, hein, ce sont des entreprises qui n'ont pas arrêté de travailler et de se développer, hein, dans les dimensions que l'on connaît. Alors, si l'accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion existe et qu'il n'est pas respecté, ça pose un sacré problème. Pourquoi? Parce que ce droit à la déconnexion et ce devoir à la déconnexion du salarié, mais également de l'employeur de vérifier la charge de travail du salarié, c'est une obligation qui est directement liée à une obligation de santé, de sécurité de l'employeur. Donc effectivement, il est très important à ce que cet accord soit respecté. Et finalement, s'il ne l'est pas, alors essayez de comprendre pourquoi on n'arrive pas à l'appliquer en l'état, peut-être le renégocier, le mettre à jour, mais à minima en demander l'application. Et effectivement, quand vous dites n'est pas respecté, même pas par l'employeur et ses représentants, c'est vrai qu'en tant que cadre autonome, nous devons, et cadre dirigeant ou direction, nous devons montrer l'exemple en la matière. Car c'est un sujet qui est sensible, qui donne lieu à des maladies graves comme le burn-out, à des problèmes dramatiques des fois, hein, de surcharge mentale. Donc moi, je vous invite quand même à en demander une application, à réouvrir peut-être les négociations, voir si l'accord finalement qui n'est pas appliqué n'est peut-être pas adapté. Mais le droit à la déconnexion est fondamental. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il est aussi surtout fondamental pour les cadres au forfait jour, qui n'ont pas
de limitation à proprement parler de durée maximale de travail comme des salariés à l'heure. Et effectivement, pour eux, un entretien sur la charge de travail et la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle doit être organisée. Donc, c'est aussi des moments où on peut aborder ce genre de problématique. Il faut absolument respecter le droit à la déconnexion. Alors, actuellement, pas de visite. Alors, c'est Marie-Hélène. Actuellement, pas de visite, site agence possible. Peut-on organiser des visites virtuelles par Teams, par exemple en remplacement pendant la crise sanitaire? Absence d'accord à ce jour. Alors, là, pendant la crise sanitaire, nous sommes véritablement dans un caractère exceptionnel, dans une situation exceptionnelle. Donc, oui, tout ça peut être organisé à distance. Je tiens à préciser que quand on est membre d'un CSE, on parle d'inspection plus que de visite. Vous devez faire à minima 4 inspections, soit le CSE, soit d'ailleurs la commission santé sécurité, commission de travail si vous en avez une, si vous êtes plus de 300 ou si vous êtes un site de type Céveso par exemple. Ces inspections et pas de visite, parce que le terme visite a une petite connotation de convivialité, alors que le terme inspection a une connotation plutôt de maîtrise. C'est celui qui inspecte, qui maîtrise son inspection. Et c'est quoi le but de ces inspections? C'est de vérifier l'application de la loi en matière de santé et de sécurité. Donc oui, ça peut se faire à distance. Maintenant, c'est vrai qu'il est compliqué de parler de santé et de sécurité sans être sur site. Donc, il faudrait à minima que quelqu'un soit sur site pour constater quand même les problématiques de terrain éventuelles. C'est quand même très important parce qu'en santé-sécurité, on a vraiment un raisonnement de site. Aujourd'hui, je suis là. Si j'étais dans un autre bureau, ça serait déjà pas les mêmes conditions de travail, pas le même environnement. Vous l'entendez peut-être, je suis marseillaise. Donc, quand on est à Paris, comme aujourd'hui, les conditions de travail ne sont pas les mêmes qu'à Marseille. Donc, c'est vrai que par Teams, on aura peut-être du mal à se rendre compte de ces différences d'environnement et d'organisation et les éventuels manquements aux dispositions législatives en matière de santé et de sécurité. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même prioriser les inspections sur site en physique, en présentiel, mais en tout cas, on peut se dispatcher, faire un groupe en présentiel et un groupe en distance pour, bien sûr, pour respecter les protocoles d'accord sanitaire, pour être un principe de prévention. Et voilà, avoir quand même un relais sur site, c'est quand même pas mal. Alors, deuxième question, donc concernant justement l'obligation depuis, me semble-t-il, la loi Rebsamen ou El Khomri sur le fait de mettre en place un intranet syndical par l'employeur. Néanmoins, il faut, pardonnez-moi, néanmoins, il faut que l'employeur lui-même ait un intranet d'entreprise, d'où pourrait se greffer cet intranet. Mais l'employeur n'en a pas. Le Code du travail, me semble-t-il, n'oblige pas l'employeur à trouver d'autres moyens informatiques. Alors, en gros, la question, c'est, et si j'ai pas d'intranet dans mon entreprise? Puisque vous me dites que j'ai le droit d'utiliser l'intranet de l'entreprise s'il en existe un, par le biais de ma section syndicale pour communiquer des informations de nature syndicale, mais s'il n'y a pas d'intranet. Ou non, effectivement, s'il n'y a pas d'intranet, vous ne pouvez pas obliger votre employeur à mettre en place un intranet ou à trouver d'autres solutions de moyens de communication informatique. En fait, on ne peut pas quelque part contraindre l'employeur à moderniser ou à numériser sa communication. Malheureusement, on pourrait très bien nous renvoyer à un tableau d'affichage qui daterait de 1980, que ce serait tout à fait légal, malheureusement. Par contre, c'est vrai que c'est un domaine qui est très important en matière de santé et de sécurité, et je vous invite à être force de proposition en la matière. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord d'entreprise qui prévoit des outils d'informatique pour communiquer syndicalement dans l'entreprise, je vous invite à proposer un accord à votre entreprise, un accord d'entreprise à votre employeur et à ouvrir au moins les négociations là-dessus. Pour l'employeur, c'est quand même très pratique d'avoir aussi un bon dialogue social, d'avoir une communication qui se fait à tous les niveaux auprès des salariés. Les salariés ont besoin de ces informations et souvent, pendant d'ailleurs la crise sanitaire, on voit qu'ils n'ont pas eu de retour, qu'ils ont été très isolés, que des fois, ils n'avaient pas accès au collectif, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est en matière de, on va dire en matière de protection de la santé physique et mentale, ça va dans le sens de
de la protection juridique de l'employeur. Donc, j'invite quand même les entreprises et les syndicats à se mettre autour d'une table pour finalement favoriser cette communication 2.0, car quand on est dans une crise sanitaire comme on la vit, effectivement, ça peut sauver finalement le collectif, tout simplement. Et ça permet aussi de prendre en considération beaucoup de situations individuelles dramatiques. Or, sans moyen de communication, à distance, bien sûr, ça va être très compliqué. Donc, c'est aussi l'occasion de se poser la question des moyens mis à disposition des syndicats dans l'entreprise en matière numérique, des moyens mis à disposition des représentants du personnel, qu'ils soient en CSE central ou en comité santé, sécurité, conditions de travail, de leur mettre à disposition des outils numériques. Et j'insiste bien là-dessus, pourquoi il ne faut pas utiliser finalement les outils personnels. Sinon, c'est les représentants du personnel qui vont être en surcharge de travail et qui n'auront plus de possibilité de concilier leur vie professionnelle, leur vie familiale, mais également leur vie syndicale. Donc, effectivement, plus des outils numériques seront mis à disposition pour faciliter cette communication, plus le dialogue social de l'entreprise sera constructif, plus la santé physique, mentale des salariés sera sauvegardée et protégée. Donc, pour la sécurité juridique de l'entreprise, je vous le conseille. Pour également votre audience syndicale, pour effectivement créer le lien social, c'est aussi très agréable d'avoir un CSE qui communique, d'avoir des syndicats qui communiquent dans l'entreprise de manière constructive. Alors, Marie-Hélène nous dit intranet, oui, mais contenu très limité, accès non intuitif, que peut-on faire? Alors là, pareil, hein, c'est vraiment l'employeur qui a la main sur l'intranet de l'entreprise. Et c'est vrai que là, pour le coup, on ne peut pas forcer à moderniser les outils déjà existants. Quid de l'accès aux moyens de communication dans l'entreprise pour les élus sans étiquette syndicale? Alors, très bonne question. Quid de l'accès aux moyens de communication dans l'entreprise pour les élus sans étiquette syndicale? C'est ce que je disais en fait dans la dernière vignette. Si on revient un petit peu en arrière, c'est qu'il n'y en a pas, tout simplement. Soit il y a un accord d'entreprise qui prévoit que vous avez des outils numériques, que vous avez la possibilité de communiquer par messagerie professionnelle, que vous avez la possibilité de mettre en place un site. Mais si vous n'avez pas de syndicat, si vous n'avez pas d'accord d'entreprise qui le prévoit, vous n'avez aucune possibilité de communiquer en la matière. Et c'est ce que relève finalement la CNIL. La CNIL, le communiqué CNIL, Commission nationale informatique et liberté, du 22 mars 2017, qui nous dit l'utilisation de l'intranet aurait dû être élargie aux instances représentatives du personnel. Puisque là, vous n'êtes pas un syndicat, vous êtes élu CSE et vous n'avez pas la possibilité de vous inviter sur l'intranet de l'entreprise pour communiquer auprès des salariés. Alors, par contre, ce que je vous invite à faire, c'est encore une fois de mettre le point à l'ordre du jour, car s'il n'y a pas de syndicat dans votre entreprise, vous pourriez très bien demander à ce que votre employeur prévoit de vous laisser accéder au nom du CSE, au nom de votre CSE, par exemple, pour communiquer à l'intranet ou à d'autres outils numériques qui existent dans l'entreprise. Il peut tout à fait, en tout cas, vous l'accorder. Et il est bon d'ouvrir quand même la question en la matière, notamment parce qu'on le voit avec certaines circonstances de fait, il est primordial de prévoir ces communications et de ne pas laisser les salariés sans information. Alors, une question de Karim Adala, donc, qui est membre d'un CE et DS. Dans le contexte actuel de télétravail, de mobilisation, l'accord collectif nous permet d'annoncer des choses, CSE et syndicales, sur un Slack, mais aucun chat ne peut être fait par les employés. Pas de dialogue. Doit-on dénoncer cet accord pour inclure la communication dans les deux sens? Alors, déjà pour cette première question, peut-être pas besoin de dénoncer l'accord, mais peut-être de faire un avenant à cet accord pour prévoir un outil forum, un outil chat, un outil qui permettrait effectivement d'avoir un retour de terrain des salariés. Car encore une fois, la santé et la sécurité se raisonnent véritablement par site. Donc, peut-être pas le dénoncer, mais par contre, demander à ouvrir une négociation en la matière pour le prévoir par avenant. Alors, autre question. Une grève avait été organisée. A-t-on le droit d'utiliser un outil chat externe afin de se coordonner, WhatsApp, etc. Alors oui, là, c'est tout à fait possible. Hein, c'est ce que je vous ai dit au début de la présentation.
que vous soyez donc le syndicat, voire un CSE, est tout à fait libre d'utiliser des moyens numérique extérieur à l'entreprise finalement. Mais là, je vous invite également à la grande prudence par rapport aux propos qui sont tenus. Il ne faut pas qu'ils soient dénigrants, injurieux, insultants ou voilà, qui mettent à mal une information confidentielle. Mais dans la limite, dans ces limites-là, c'est tout à fait possible de créer un groupe WhatsApp directement au nom du CSE ou au nom du syndicat. Alors, dans les limites juridiques que je viens de vous présenter. Alors, écoutez, le webinaire touche à sa fin. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces questions qui étaient très intéressantes. Je vous remercie également pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas eu le temps de poser ou si vous nous regardez en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous mettrai également à disposition cette présentation. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.